Au-delà de l'actualité dans une lecture apprivoisée, Jean-Marie Kassamba nous donne les dessous des cartes sur différents sujets d'actualité en Afrique. Un grand est parti, Desmond Tutu, archevêque, leader de la lutte anti-apartheid, prix Nobel de la paix. Oui, aujourd'hui quand même, l'autre face de ces grands leaders sud-africains, Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Il a tiré sa révérence Desmond Tutu. Oui, il a tiré sa révérence à 90 ans. Oui. 90 ans, c'est pas peu, c'est trop. C'est beaucoup d'ailleurs pour un noir. Toute cette génération est en train de partir, la génération de Nelson Mandela. Oui, c'est la génération des années 60-70. Il faut se rappeler qu'il est dans les années 50, allez, 47, lorsque les Blancs, le beurre en Afrique du Sud, avaient installé ces systèmes de séparation entre le blanc et les noirs, comme aux États-Unis, avec la ségrégation. Ces Hollandais et ces Britanniques qui se sont installés en Afrique du Sud, en Rhodésie, ex-Namibie, ex-Zimbabwe aujourd'hui, eh bien, ces systèmes de séparation a connu les figures de proue anti ces systèmes-là. Les jeunes des années 50, 60, qui ont fait le droit, qui ont fait, par exemple, les études bibliques. Vous savez que le Hollandais et le Britannique, c'est l'église protestante, anglicane. Eh bien, parmi eux, il y a eu du côté du droit, les Nelson Mandela, mais il y a eu aussi du côté chrétien, les jeunes comme Desmond Tutu, oui, qui ont formés par les Anglais. Voilà, qui avaient fait des très bonnes études, notamment en Grande-Bretagne. Un petit bonhomme, Desmond Tutu, il n'était pas grand détail, hein, il était mince, petit, mais d'une virulence extraordinaire parce que ça fait partie des premiers Sud-Africains formés, très bien formés. Et d'ailleurs, Mugabe disait qu'il était mieux formé, qu'il parlait un meilleur anglais que la reine d'Angleterre, qu'il était très bien formé que la reine d'Angleterre. Et donc, Desmond Tutu était donc parmi ces jeunes des années 50, 60, 70 qui luttaient contre l'apartheid. Et donc, il y avait là une identification des leaders. Les Steve Biko, les Oliver Tambo. Oliver Tambo. Et donc, dans cette génération-là... le père de l'ancien président... Zuma. Non, l'autre c'est qui c'est lui qui a succédé à Mandela, donc Tambo. le monsieur qui a détenu l'économie... vous vous souvenez, très proche de Kinshasa. C'est lui qui était, oui, c'est lui qui est le nom va venir. Oui, absolument. Oui. Et donc, toute cette génération-là était des jeunes qui avaient, en quelque sorte, dans leur veine, la culture des combats. Quand on arrêta Mandela dans les années 60, il était jeune avocat. Il avait même défendu beaucoup de Noirs qui étaient un peu, je dirais, dans cette lutte contre l'apartheid. Mais Mandela était très connu dans le milieu de Blancs, dans le milieu intellectuel. Comme lui, Desmond Tutu, était le tout premier archevêque noir d'Afrique du Sud, au Cap, à Djobour. Et donc, moi, quand je suis allé, il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, je suis allé notamment dans ce qu'on appelle les townships, où il vivait toujours. Et j'ai vu sa maison entourée de petites maisons, parce que vous savez que dans ces townships, les Blancs avaient construit des petites maisons pour les Noirs. Eh bien, c'est là où vivait Desmond Tutu, c'est là où vivait Nelson Mandela avec sa femme Winnie, dans les années 50, 60. Eh bien, il est resté là, Desmond Tutu, jusqu'à ce que, dans les années 90, Mandela soit libéré de prison. Alors, il y a eu un deal entre les Blancs et les Noirs. Le premier deal, c'est qu'on ne pouvait pas éliminer les leaders. On ne devait pas éliminer Nelson Mandela, même s'il a fait autant d'années en prison. Il était toujours bien choyé. Si tu es malade, on les soigne. Et puis, comme ça se passait ici avec Etienne Tshisekedi, on ne pouvait pas éliminer Desmond Tutu. Là, on le voit d'ailleurs avec Lama, le Tibétien, qui sont devenus des amis. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama, oui. Celui qui fait le combat pour le Tibétien en Chine, là-bas. Et donc,
quand on libère Mandela, il y avait la répartition des rôles. Première répartition des rôles, Mandela sort de prison. Le premier deal, c'était, il n'y a pas chasse aux sorcières contre le blanc. Donc c'était bien planifié. Absolument. Au-delà de l'ANC pur et dur, combat pur et dur, incarné par... ça, c'était des convictions. Winnie et tant d'autres, et ces jeunes fougueux. Mais il y avait également une élite qui parlait avec comment on appelle, l'Occident, oui, à travers ceux qui brimaient les Noirs. Oui, c'est-à-dire les Afrikaners. C'est-à-dire que et Desmond Tutu, et Nelson Mandela, et Buthelezi, tous ces gens, le parti communiste par exemple sud-africain, Inkatha par exemple de Buthelezi, tous ces partis étaient en contact avec les Blancs. Les garanties qu'on devait donner aux Blancs, c'était qu'à la sortie de prison de Mandela, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Frédéric De Klerk, pas Peter Botha, mais De Klerk, qui était à l'époque vice-président, qui était président à la libération de Mandela, devenait le vice-président, Mandela président en 1974, et lui, Frédéric De Klerk, vice-président. Et le clou de l'affaire, on donnait le prix Nobel de la paix et à Mandela et à De Klerk. Ensuite, on donne à Desmond Tutu le rôle de réconciliation. Il a piloté ce qu'on appelle la commission Vérité et Réconciliation, qui avait pour rôle Desmond Tutu, c'est de venir faire la repentance publique aux Blancs, aux tortionnaires de Noirs. C'était que vous venez, vous racontez tout le mal que vous avez fait aux Noirs, surtout les policiers sont venus, certains responsables, pour dire voilà qu'ils ont commis des crimes. Et donc c'était un montage qui avait réussi. Bien évidemment. De l'Occident. Et lui, Desmond Tutu, publiquement, il dit voilà, vous êtes pardonnés au nom de la nation arc-en-ciel, etc. Et ça passait, et l'Occident dit voilà, c'est ce modèle-là qu'on veut. Alors qu'il n'y a pas eu de tel entre l'Allemagne et la France, par exemple. Il y a eu Nuremberg, le grand procès où on a jugé les Allemands condamnés, certains condamnés à mort, etc. Il y a eu le procès, par exemple, jusqu'aujourd'hui, du génocide contre les Tutsis rwandais. Il y a eu beaucoup de gens qui ont continué d'être arrêtés jusqu'aujourd'hui. Et donc, le deal sud-africain a fonctionné, on va dire, artificiellement, mais en réalité, les Blancs ont continué à garder, on va dire, le flambeau en Afrique du Sud. Ils ont créé un parti là-bas qui s'appelle le Parti national, où on a mis un blanc, plutôt un noir devant. Mais en réalité, c'est que derrière, c'est les Blancs qui contrôlent, notamment les systèmes économiques. La vieille génération est en train de partir. Le nom est revenu Thabo Mbeki. Oui, Thabo Mbeki, oui, absolument. Thabo Mbeki, fils, justement. Oui. Alors, ils partent tous, ceux qui avaient été utilisés pour cette réconciliation, vous l'avez dit. Mais est-ce que cette Afrique du Sud, où le jeune peine vraiment à s'affirmer, où l'économie, toujours entre les mains des anciens bourreaux, en fait, est-ce que cette Afrique du Sud, sans ses pionniers, va être la même? Vous parlez du jeune utilisé par les Blancs. Est-ce que l'ANC a de l'avenir? Bon, l'ANC, c'est un peu frelaté maintenant. Ce n'est plus l'ANC des années 60, 70, avec la branche armée, avec des grands leaders. Les Blancs ont tout fait pour désactiver l'ANC qu'on connaissait, des luttes contre l'apartheid, de luttes des classes, l'ANC qui a même soutenu le Palestinien, etc. Lui, il était très proche de l'ANC, mais ce sont les gens des services qui étaient utilisés par les services britanniques, les Anglais, les Américains, etc. L'ANC a été notamment dilué avec les jeunes comme Malema, par exemple, qui a été utilisé. Il gérait la jeunesse de l'ANC et il s'est attaqué au leadership. D'abord de Thabo Mbeki, qu'on a fait sauter. Il s'est attaqué à Jacob Zuma, qu'il a sauté. Ramaphosa ici, qui était un homme d'affaires plutôt, on va dire, modéré, c'est celui aujourd'hui qui est le président sud-africain. Et vous avez vu qu'il y avait une adversité entre
cette classe-là, Desmond Tutu, un peu avec des Mandela, des opposants feutrés contre les radicaux comme Jacob Zuma, jusqu'à envoyer Jacob Zuma en prison. Ça, c'était pour tuer les symboles ANC. Quand vous voyez, on envoie Jacob Zuma en prison, ce n'est pas parce qu'il a détourné de l'argent, c'est surtout pour enlever de la tête des Sud-Africains ces combats de leadership, ces combats des Noirs contre la domination blanche, parce que, regardez à chaque fois quand il y a les procès de Jacob Zuma, ce sont les Zoulous qui sortent habillés en tenue traditionnelle, qui viennent chanter, etc., et pour un peu réincarner tout cela. Mais on a dilué tout ceci. Quand vous allez en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a plus des gens qui boivent. Vous allez dans des parcs, vous trouvez des Sud-Africains en train de boire avec la pandémie qui est arrivée aujourd'hui. Et à un moment donné, Mandela, à la sortie de prison, a voulu donner ce qu'on appelle le Black Power aux certains jeunes Sud-Africains qui ont commencé à faire des affaires, à créer des sociétés, etc. Et quand vous allez dans les townships, autrefois, vous trouvez un peu, on a fait des supermarchés, des malls, etc. Mais le vrai pouvoir sud-africain, il est encore aux mains de blancs. Vous allez aujourd'hui au Cap, c'est trop blanc, c'est même beaucoup de blancs. Vous allez dans dans Orange, il y a une province qu'on appelle la province d'Orange, là-bas il n'y a que de blancs. Même en Afrique du Sud, vous allez dans des grands quartiers comme Bloemfontein par exemple, vous trouvez que de blancs. Et donc ces blancs se cachent en réalité derrière les noirs. Et il y a là-bas une nouvelle classe politique des Indiens qui contrôlent l'économie sud-africaine aujourd'hui. Et donc les noirs, ça comptait sur le bout des doigts, qui sont devenus un peu, je dirais, des nouveaux capitaines d'industrie. Et donc le chômage qu'il y a en Afrique du Sud à 80%, ce sont des noirs. Et Desmond Tutu, qui vient de partir à 90 ans, c'est un peu le symbole un peu de tous ces noirs qui ont lutté dans les années 60-70. Moi, je me rappelle quand je suis allé dans ce quartier, les townships d'Afrique du Sud, avec ma fille, visiter un peu, je dirais, les quartiers où vivait Mandela avec sa femme. Eh bien, on m'a montré chez Desmond Tutu, c'est une maison plutôt banale. C'est pas une grosse villa. Voilà. Il est resté comme ça, avec tous les honneurs. Là, on a mis les drapeaux en berne jusqu'à lundi. Il sera enterré dans l'église anglicane. Voilà la résidence. Voilà la résidence où effectivement j'ai été en Afrique du Sud, où habitait donc Desmond Tutu. C'est très banal. D'ailleurs, si vous êtes derrière ici, vous voyez la maison en contre-plongée. Et voilà, voilà la vie simple d'un jeune qui était marié, parce que vous savez que les archevêques protestants, anglicans, sont mariés. Il a même une fille qui a fait de bonnes études, aujourd'hui, qui lui rend hommage avec sa fondation. Très bien. C'est une page qui est tournée. Mais la page est tournée. La page est tournée pourquoi? Parce que toutes ces figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation de l'Afrique, je peux vous en citer. On est parti de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, en face de Philibert Youlou, de Franklin Boukaka. Oui, c'est une génération qui est passée. Les années 90, il n'y en avait pas beaucoup. Les années 2000, il y en a suffisamment plus. On a compté les années 80 avec juste un ou deux, notamment Thomas Sankara au niveau de Burkina Faso, enfin Haute-Volta qui est devenu Burkina Faso. Aujourd'hui, les Blancs ont réussi une chose, c'est d'enlever ce qu'on appelle dans la pensée collective des leaders, on va dire, emblématiques. Chaque leader emblématique qui a osé s'imposer comme Kadhafi, comme Gbagbo, Laurent Gbagbo par exemple en Côte d'Ivoire, ou Joseph Kabila ici en République démocratique du Congo, ont été objets d'une guerre sans merci, d'une diabolisation. Regardez, Gbagbo vient de passer 10 ans à la haie pour rien. Et il a été libéré à cause de cela. Voilà. Et les fameux prix Nobel de la paix qu'on avait donné en 1984 à Desmond Tutu et Nelson Mandela, c'est souvent pour un peu, je dirais, comme on dit en lingala, pakula mafuta, auprès des gens. Ils les prennent symboliquement comme ceux qui luttent, mais en réalité, c'est pour détourner votre attention.
Chez nous, on en a un, Mukwege, on lui a donné son prix Nobel pour ce qu'il fait là-bas pour les femmes, ce qui n'est pas mauvais, c'est un bon gynécologue. Mais est-ce qu'on s'attaque aux groupes armés, on s'attaque aux multinationales qui financent, qui créent justement ces conséquences-là? Voilà. Regardez une image formidable entre deux prix Nobel de la paix, Desmond Tutu avec Barack Obama. Voilà. Il y en a un qui est sud-africain et l'autre qui est kenyan, avec une mère d'une île de Hawaï, là-bas en Amérique, dans une île américaine. C'est Kenyan qui est parti faire un enfant là-bas, et cet enfant est devenu président des États-Unis. En venant en Afrique du Sud, Barack Obama était parti embrasser Desmond Tutu pour l'image que Tutu représentait. Voilà, c'est une page qui vient de se tourner pour l'histoire sud-africaine. Nous, Africains, nous devons, je disais tout à l'heure à Madame Aziz Mounana, qui nous suit depuis Lubumbashi, que les convictions, il faut avoir des convictions, la détermination. Pourquoi les gens pleurent aujourd'hui, Étienne Tshisekedi? C'est parce que c'était un homme de convictions. Dans l'adversité, dans la pauvreté, eh bien, vous restez convaincu par ce que vous avez choisi. Un type comme Desmond Tutu, qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé comme avantage, surtout à l'époque d'apartheid? Le blanc lui a proposé beaucoup de choses, qui se taisent tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu lui qui était archevêque ou qui était en quelque sorte religieux en Afrique du Sud, mais il est resté dans ses convictions, avec beaucoup d'humour toujours, mais il disait des choses avec détermination. Même si, dans cette utilisation, il a aussi épousé certaines causes qui ne sont pas africaines. L'homosexualité, par exemple, vous voyez, lui, il a défendu les homosexuels. Lui, il s'est attaqué avec une certaine violence à Jacob Zuma. Voilà, aujourd'hui, regardez, hein, le président américain, Joe Biden, lui a rendu un hommage formidable à cet archibishop Desmond Tutu qui nous a quittés hier. C'est formidable. Donc, une page intéressante de l'histoire africaine. Vous l'avez suivi. Merci Jean-Marie Kassamba. Mais ce que vous avez dit m'interpelle un peu. Comment on donne les prix Nobel, on décerne ou on attribue prix Nobel à notre médecin gynécologue de renommée internationale, mais on ne s'attaque pas au réseau qui amène les armes et l'argent aux terroristes ou bien aux violeurs. Mais M. Lumbala, posez-vous la question. C'est quand même un contraste. Mais on tourne bien les films pour pouvoir démontrer la misère de l'Est du Congo. Et voilà, quand Mukwege parle dans les forums internationaux, il applaudit, les gens versent des larmes. Mais les multinationales, les pouvoirs politiques en Occident ne parviennent pas à les convaincre de pouvoir arrêter les pillages des ressources du Congo et de pouvoir fournir, parce que ces groupes armés sont entre l'Ouganda et la RDC, le Rwanda et la RDC, c'est entretenu, ils ont même des instructeurs. Qui est-ce qu'on trompe? Qui est-ce qu'on trompe? Et toute cette publicité sur la gestion des Kagame, mais c'est en contrepartie, voilà, ce pillage qui est fait. Mais voilà. Monsieur Lumba, vous avez tout dit. Le monde fonctionne avec le mensonge, on va dire, public. On trompe la naïveté. On trompe les apparences. On trompe les petits esprits. Et les médias accompagnent ce mensonge. Bien évidemment. Dont les médias congolais aussi. Est-ce que vous savez que la plupart de ces ONG sont financées par le grand capital? Amnesty International, Transparency, même la maison qu'on appelle aujourd'hui de ces prix Nobel de la paix. Il faut regarder les généreux donateurs. Les prix Nobel sont souvent politiques. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien d'équilibré, c'est politique. On donne un prix Nobel, si on veut, par exemple, s'attaquer à la Chine, on va donner un prix Nobel à un journaliste qui critique la Chine. Si on veut, par exemple,
plébisciter la lutte contre le changement climatique. On va donner le prix Nobel à quelqu'un qui empêche qu'on puisse couper les arbres. Si on veut embêter, par exemple, le Moyen-Orient, notamment les pays arabes, on va chercher quelqu'un qui est contre l'Iran, par exemple, lui donner un prix Nobel. En Birmanie, la même chose. En Europe et en Afrique aussi. On voulait embêter Joseph Kabila. Le symbole, c'était, on mentait aux Congolais, que tous les malheurs de l'Est, c'est Joseph Kabila. Et donc, les groupes armés, c'est Joseph Kabila, les miliciens, c'est Joseph Kabila, les tueries à Béni, c'est Joseph Kabila. Et donc, il y en a un qui se distingue parmi tous ceux-ci, c'est Mukwege. Lui, il est bon, il lutte contre tous ceux-ci, les femmes violées par l'armée congolaise, et on lui donne le prix Nobel. Et on l'invite dans les forums. Et il vient, il fait le discours. Mais on sait qu'en réalité, si les multinationales qui fournissent des armes et qui entretiennent ces groupes armés ne créent pas de guerres, et ces guerres ont des effets collatéraux, les dégâts collatéraux, d'où il n'y a pas seulement les femmes violées, il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont tués, il y a les enfants soldats qui sont dans ces mines, il y a les hommes qui perdent leur vie, tous ceci sont des vies humaines qui sont décimées. On a trouvé un symbole, c'est Mukwege. Mais est-ce qu'on donne les moyens à Mukwege? Rien. Mukwege est devenu l'homme de forum. On fait quelques photos, on lui envoie des lettres, etc. etc. Mais on a voulu à un moment donné faire de Mukwege un président de transition. Ça n'a pas fonctionné. On a voulu que Mukwege fasse une guerre contre le régime de Kinshasa. C'était sans compter avec Kabila qui voulait absolument respecter la Constitution. Aujourd'hui, on a complètement oublié Mukwege. Mukwege est venu à Kinshasa, ici, il a rencontré le président Tshisekedi. Il a dit tout le bien qu'il pensait de tout cela, mais on ne l'a pas nommé, ni au gouvernement, ni dans les systèmes, etc. Il est devenu un peu critique aujourd'hui. Moi, j'ai vu, pas plus qu'avant-hier, qu'il demande maintenant la réforme de tous les services sécuritaires. Est-ce qu'il s'est entendu par rapport à cela? Nous, Congolais, nous devons être réalistes. Nous devons nous contenter des figures emblématiques comme les Mosengo, comme les Malula, comme les Simo Kimbangu, comme les Kabila, comme les Etienne Tshisekedi. Ces gens-là avaient une part de vérité dans leur lutte. Et cette part de vérité, même Mobutu avait une part de vérité dans sa lutte. Et donc, il faut puiser dans tout cela pour construire notre pensée collective. En Afrique du Sud aujourd'hui, vous allez citer qui, avec le départ de Desmond Tutu, qui incarne l'Afrique du Sud aujourd'hui? Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa, c'est un homme d'affaires, l'homme du grand capital. Il est plus dans les montages financiers que dans la vraie lutte. Vous avez vu, quand il était à la tête de l'Union africaine, il a beau crier aux injustices contre l'Afrique du Sud, personne ne l'a entendu. On vient d'exclure l'Afrique du Sud, qui a découvert Omicron, là, le variant du corona. On a exclu l'Afrique du Sud pendant une quinzaine de jours. Les États-Unis viennent à peine de réhabiliter, mais sans compter une certaine médisance. Vous voyez? Donc, la symbolique d'Afrique du Sud des années de Mandela, l'Afrique australe des Mugabe, des Steve Biko, des Mozambicains Samora Machel, des Zambiens Kenneth Kaunda, ou du Tanzanien Julius Nyerere, tout ceci est terminé. Nous devons nous composer aujourd'hui, ce qu'on appelle, comme le jeune ministre Mouya a dit, le nouveau narratif du combat africain. Le combat africain, il est devenu tactile, il est devenu technologique, il est devenu moderne, mais il y a quand même des références. Ces références, au fur et à mesure, on doit les construire ensemble. Et voilà, donc, ça interpelle, ça nous met la puce à l'oreille. Je crois que il y a encore de l'espoir pour l'Afrique. Il y a de l'espoir. J'ai écouté ce matin Laurent Gbagbo qui disait que tous les combats de tous ces gens ont servi pour que les générations d'après soient libres. Ni c'était la Révolution française, les Français n'allaient pas se balader à travers le monde avec ce qu'ils appellent la démocratie, la liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, etc. Ni c'était la mort de Lumumba ici, assassiné sauvagement au Katanga là-bas, on n'aurait pas
parlé, les Kabila n'auraient pas dit aujourd'hui il faut un Congo libre, indépendant, etc. Il y a à un moment donné des leaders. Si vous allez aujourd'hui au Congo-Brazzaville, hein, ça résonne encore dans les oreilles de chacun des Congolais des Brazza, les chansons de Franklin Boukaka, pont sur le fleuve, le Grand Congo, n'est-ce pas, qui est devenu le fleuve n'est qu'un boulevard, n'est-ce pas, entre les dérives. Et donc voilà, c'est un peu tout cela que nous professons en cette fin d'année 2021. On espère que le peuple nous écoute. Depuis Mbuji-Mayi et au Kasaï où Félix Tshisekedi est parti se ressourcer un tout petit peu, les gens devraient se poser des questions pour qu'il y ait autant de sous-développement dans cette partie de notre pays, alors qu'il y a autant de richesses, pas seulement les diamants, il y a les kimberlites, il y a toute cette plaine là où il a survolé aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut passer par la route, pour aller jusqu'à Kabinda là-bas, vers Ngandanjika, il n'y a que de pâturage, où il y a énormément de sites où on peut planter, les gens devraient manger à l'air faim, mais les gens meurent de faim en Mbuji-Mayi, et ça c'est triste. Mais bonne année quand même. Bonne année sans fête, mais vous savez que Mbuji-Mayi a été contraint à cette situation. Oui, contraint. On a tué l'Amiba, on a imposé la misère et c'est connu que l'essor de ce coin, ça a été décidé et matérialisé. On ne peut pas se voiler la face, cette misère, elle était bien préparée. Mais est-ce que, alors, M. Lumbala, on ne peut plus s'apitoyer sur la vérité, sur notre misère, il faut rebondir. À se dire Voilà, la vérité, et on veut peut-être conclure par là parce que vous avez un invité. Est-ce qu'on a enlevé l'intelligence aux leaders du Kasaï? C'est pourquoi il faut rebondir. Les bons sens. Tous ces gens qui étaient et qui sont aujourd'hui dans la gestion de ces grands Congos, la grande majorité des intellectuels sont du Kasaï. Les grands avocats sont du Kasaï. Les grands policiers sont du Kasaï. Les journalistes sont du Kasaï. Unissez-vous. Et donc, soyez en Congolais, travaillez pour votre au pays. lieu de se plaindre et de dire que Mobutu n'aimait pas les Kasaïs, c'est pour cela qu'il a été sous-développé, les Kabila ont détruit l'Amiba, mais votre intelligence en vous, pourquoi les Nandés, malgré la guerre chez eux, construisent, et aujourd'hui les Nandés monopolisent l'immobilier en RDC, les grands commerces. Pourquoi les Katangais, même si on les critique, aujourd'hui vous allez à Lubumbashi, c'est construit, vous allez à Kolwezi, c'est construit, vous allez même à Kamina, moi j'y étais, vous allez même, ce que les Owe Kabila ont fait là-bas à Kalemi, chez eux, ben, ils construisent. Alors que les Kassaïens construisent chez eux, ce n'est pas tribaliste, ce n'est pas régionaliste. La somme des constructions régionales, par province, fera que ce Congo sera grand. Il ne faut pas toujours s'apitoyer, fuir chez vous, aller ailleurs, pensant que le bonheur est ailleurs. Le bonheur est d'abord chez vous. Là, on a la même terre, on a le même climat. Et donc, utilisez les ressources de chez vous, construisez chez vous, au lieu de faire la honte. Par exemple, en ce moment, ceux qui sont partis là-bas, ils dorment à la Belle Étoile, ou chez l'habitant, qui n'a même rien d'ailleurs. Et ça, ce n'est pas la faute aux dirigeants, c'est leur Il y a moyen faute. de rebondir. Voilà. Ce n'est pas une fatalité, cette situation. Merci, M. C'est ce qui nous redonne de l'espoir pour l'année qui commence. Nous saluons Aziz Mounana Lubumbashi. Oui, qui nous suit. Vraiment. Voilà. Bonne année à vous, madame. Et les combats continuent, comme disent les Espagnols, la lutte continue. Voilà. C'est provocateur pour que ça redonne vraiment... du baume au cœur. Oui, voilà. C'est provocateur ce que vous dites, mais je crois que ça va faire réfléchir les Congolais du coin. Le Congo est à nous tous, il y a moyen de mieux faire. Sassim, laissez un peu de... Il faut qu'il y ait beaucoup de manne. Tout quitte Miabi. Oui, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de Sassim. Ouais. Beaucoup plus. Il n'y a pas que Sassim. On les devrait avoir Sassim plusieurs exploitent, sociétés, mais il n'y a pas de retombées. Oui, mais, monsieur, le monde capitalistique est comme ceci. Oui, mais ça, c'est un capitalisme sauvage. Non, mais justement, le capitalisme est oui, sauvage. Allez à Wall Street. Vous puisez tout et le fils du coin reste dans la misère. Le courant est produit chez vous, là-bas sur Lubi. Oui. Et ce courant alimente seulement les mines. Et le reste, c'est l'ombre. C'est l'obscurité. Les leaders doivent faire leur plaidoyer, créer d'autres sociétés, ramener des investisseurs là-bas. C'est eux d'ailleurs qui gèrent les investisseurs. Oui. Au lieu de
de pomper seulement, de capter, comme dit les financiers, des commissions chez les investisseurs, prenez-le, allez les installer au Kasaï, qui construisent beaucoup plus de SACIM, beaucoup plus de sociétés. Ce sont ces emplois-là qui vont enlever de la misère, qui vont moderniser chez vous. Au lieu de stigmatiser une petite société, une seule d'ailleurs, SACIM, des Chinois, mais amener les Russes, amener les Qataris, amener les Américains, nos partenaires privilégiés, les Belges qui font beaucoup de bruit, là-bas au Kasaï, et on verra que la misère va diminuer. Et voilà. Battons-nous pour ça. Merci, monsieur. C'est le Congo qui va gagner. Merci, Jamaïca Samba. Déçoit tous les hommages continuent jusqu'au 1er... Au 1er janvier. Au 1er janvier. Il sera enterré le 1er janvier dans la même église où il prêchait quasiment chaque dimanche. Drapeau en berne en Afrique du Sud. Beaucoup, d'ailleurs, des chefs d'État feront les déplacements. Beaucoup d'hommages, d'ailleurs. Nous, Congolais, nous devrions lui rendre vraiment hommage officiel. On ne comprend pas. Vous l'avez rappelé en début d'émission tout à l'heure que Nelson Mandela était venu remercier le maréchal Mobutu du combat. Même si Mobutu était avec les Savimbi et tout ça, vous savez que Mobutu était aussi proche des Américains qui manipulaient un peu l'Afrique du Sud. C'était une base, en fait, un allié des Américains. Mais le sang africain a joué. Mais Mobutu, à un moment donné, avait donné un tonus à l'UNITA. Pas l'UNITA, à l'UNITA aussi, mais surtout... Non, l'ANC. L'ANC. Avec plus de millions quand Mandela est sorti de la prison. Il est venu à Goma. Voilà. Il est venu à Goma, j'ai des images d'ailleurs, pour remercier le maréchal Mobutu. Et d'ailleurs, Mandela a, en reconnaissance de cela, tenté une médiation. À Lutenica. À Lutenica, en envoyant un bateau sud-africain. Il a fait parler Kabila et Mobutu. D'ailleurs, Mbeki est venu chez nous ici, San City, c'est en Afrique du Sud. Nous avons été beaucoup soutenus par les Sud-Africains. Nous sommes très proches de l'Afrique du Sud. Beaucoup de Congolais ont des maisons là-bas d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de Sud-Africains nous aiment beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis Sud-Africains. Nous devons rendre hommage à Desmond Tutu et envoyer même un envoyé spécial et tout ça. C'est pas loin. Pour ces obsèques. Pour les obsèques. Et je vous informe que la SADC, avec l'Afrique du Sud en tête, a beaucoup soutenu Kinshasa lorsque on intimidait Kinshasa pour ne pas publier les résultats de la présidentielle, donnant Tshisekedi vainqueur. Ils ont dit non, pas question. Et l'Afrique du Sud, avec en tête la SADC, a délocalisé la réunion pour Addis Abeba. Il y a eu la réunion de haut niveau, mais avant précédée par la SADC qui a formé un bloc derrière Chokitundo et dire Kinshasa doit publier les résultats, c'est la souveraineté. Et la réunion de haut niveau, pilotée par Kagame, sous l'influence de la France, c'était pour interdire que Kinshasa publie Tshisekedi comme président. Et donc Tshisekedi doit un peu à l'Afrique du Sud sa victoire et sa présence. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons continuer maintenant avec notre ami localais sur ce plateau. Nous parlons processus électoral. L'opposition divisée est entrée à la CENI, deuxième vice-président, questeur, plénière aussi. Mais est-ce que c'est déjà un acquis pour les consensus afin d'avoir un processus électoral crédible et acceptable par tous? C'est la question avec notre invité. Juste une virgule pour qu'on avale la salive.